conférence, c'est la première d'un cycle, le cycle Sciences et Société. Nous avons décidé de lancer un cycle de conférences sur des thématiques d'intérêt pour la société, en essayant de se focaliser sur des thématiques qui peuvent susciter des polémiques, qui peuvent être clivantes. Et nous l'avons surtout fait en fait en réaction, ou plus exactement en résistance, à toute une série de tentatives d'interdiction ou de cancellation de différentes conférences qui ont eu lieu sur les campus de l'ULB. Donc je ne vais pas faire un énorme historique de ça, mais je pense que c'est intéressant quand même de repointer 2-3 choses. Donc les blocages de conférences ne sont pas nouveaux à l'ULB. Je pense que la plupart des gens ont entendu parler du fameux Burqa Blabla. Donc en février 2012, une conférence qui portait sur l'extrême droite, à laquelle participaient Hervé Asquin, ancien recteur de l'ULB, et Caroline Fouret, avait été interrompue par des activistes. La conférence n'avait tout simplement pas pu se tenir. Et plus récemment, suite au massacre du 7 octobre et à l'intensification du conflit israélo-palestinien, on a été confronté à une recrudescence, entre guillemets, de ces contestations. Alors en 2012, il y avait eu une levée de boucliers assez importante. Toute une série de pétitions, de lettres avaient été publiées. Et Hervé Asquin avait commenté le blocage de la conférence dans la presse en ces termes, je le cite, « Que des illuminés ou des intolérants se manifestent dans un débat, ce n'est pas neuf, mais que des gens parviennent à torpiller le débat à coups de slogans, d'injures et de borborisme, sans la moindre argumentation, c'est grave, très grave. Ce nouvel incident doit servir d'électrochoc. » Alors, il y a peut-être eu électrochoc à l'époque, mais vraisemblablement, ça n'a pas tenu la distance. Donc, suite à l'intensification du conflit israélo-palestinien en juin 2024, il y a eu énormément de menaces vis-à-vis de la conférence Israël-Palestine, où va-t-on ? Parce que l'un des participants était l'historien Elie Barnavi, ancien ambassadeur d'Israël. Donc la conférence n'a finalement pas pu être tenue sur les campus de l'ULB. Elle a dû être déplacée à Flagey. Et elle a été réalisée, mais sous très très haute protection policière. Tout le quartier a été bloqué. En décembre 2024, on a eu à peu près le même scénario. Donc on avait une conférence après l'élection de Trump, quelle place pour l'Europe sur l'échiquier géopolitique, qui invitait un large panel de personnalités, dont Elio Di Rupo, Georges-Louis Boucher, et ainsi de suite. La conférence a de nouveau été menacée par toute une série de cercles. Elle a été interrompue. Elle n'a pu être tenue que sous très très forte protection policière de nouveau. Et donc, suite à cette dernière conférence, il y a eu tout un questionnement dans la presse concernant la question de pouvoir encore débattre à l'Université libre de Bruxelles. Plusieurs personnes ont été interviewées, plusieurs professeurs, des responsables académiques. La communication du rectorat a été principalement qu'au final, ces conférences étaient un succès dans le sens où elles avaient bien été tenues, indépendamment des différentes menaces. Moi, ma position, je dirais, était un peu plus nuancée. C'est effectivement une preuve de courage de tenir ces conférences malgré les menaces, mais devoir organiser une conférence avec, dans ce cas-ci, une centaine de policiers dehors et une trentaine de vigiles dedans, je ne pense pas que ce soit tenable. Ça a un coût énorme, et ce coût est tout à fait susceptible de décourager les organisateurs, et le risque est aussi évidemment susceptible de décourager les potentiels orateurs. Il y a d'ailleurs plusieurs personnes qu'on a essayé d'inviter qui ont refusé de venir à l'ULB pour cette raison-là. Donc, dans une idée de résistance, moi et Philippe Goldstein, nous avons essayé de réunir quelques personnalités et de lancer un comité organisateur de conférences et un cycle Sciences et Société. Donc ici, j'ai été interviewé par la Libre sur le sujet et j'avais présenté les choses comme suit. Donc l'idée, c'était de convier des orateurs
pouvant être clivants, mais qui respecteraient les principes du libre examen. Je vais rappeler dans la suite de mon exposé ce que c'est. Donc l'idée, c'est que les orateurs produisent un discours factuel, rationnel, argumenté, donc qu'ils ne soient pas simplistes et purement idéologiques, on ne veut pas être dans la propagande, et surtout qu'ils se confrontent à la critique. Alors, je parle de résistance, c'est pas une riposte, et je pense pas du tout que ce soit une solution magique pour résoudre les problèmes de contestation de conférences. De mon point de vue, un des gros problèmes auxquels on est confronté à l'ULB, c'est le noyautage de certains cercles et de certaines organisations de l'ULB par des mouvements extérieurs à l'ULB qui sont des mouvements radicaux. Donc je vais en pointer deux ici, mais la liste n'est pas exhaustive. Durant l'occupation de l'ULB, pendant laquelle la conférence impliquant Ali Barnavi a été contestée, on a eu une forte implication du réseau Samidoun. Donc Samidoun se présente comme un simple réseau de solidarité avec les prisonniers palestiniens. Dans les faits, c'est un réseau qui est très fortement connecté avec le FLP, le Hamas, et qui est interdit pour la promotion que Samidoun fait des activités du Hamas, qui est interdit en Allemagne, aux Pays-Bas, au Canada et aux USA. Et donc le coordinateur pour l'Europe de Samidoun, Mohamed Khatib, a participé à des meetings et à des conférences à l'ULB et a participé à l'occupation du bâtiment B. Alors on a eu d'autres personnes, je dirais aussi illustres entre guillemets, qui ont visité le bâtiment B durant son occupation et nos campus. On a notamment eu Bertrand Sassoy, qui est cofondateur des CCC, Cellules communistes combattantes, cofondateur du Secours rouge de Belgique, Secours rouge de Belgique qui a supporté Samidoun pendant l'occupation, qui a également participé à la contestation des différentes conférences et qui met en ligne toute une série de guides pour aider les étudiants, les activistes à résister à la répression policière ou à lutter contre les arrestations et ainsi de suite. Donc il est évident que tant que ces organisations-là continueront à être actives sur les campus, à infiltrer les cercles et je dirais à les mobiliser contre certaines conférences, on ne résoudra vraisemblablement pas les problèmes de violence et de contestation. Donc, je vous ai dit qu'on allait essayer de s'inspirer pour nos conférences des principes du libre examen. Donc, je vais prendre ici quelques minutes pour essayer d'expliquer les racines de ce principe. Pour ce faire, je vais en fait devoir remonter aux origines des universités en Belgique. Et je vais même remonter assez loin pour recontextualiser. Donc, XIIe siècle, on remonte très loin. Depuis le 3e concile de Latran, pour enseigner en Europe, une autorisation était nécessaire. Donc, à partir du XIIe siècle, clairement, l'enseignement est un monopole de l'Église. Il faut une autorisation délivrée par l'évêque ou son représentant pour avoir la possibilité d'enseigner. Et donc, quand les premières associations de professeurs et d'étudiants, donc ce qu'on appelle les universités, se forment au XIIIe siècle, premières universités étant Paris, Oxford, Bologne, ces universités dites médiévales sont sous la protection pontificale. Donc, elles sont autonomes, je dirais, des princes locaux et des évêques locaux, mais elles sont dépendantes de l'autorité de l'Église, et donc elles sont soumises à une orthodoxie religieuse. Il y a toute une série de cas de censure de ce qui était enseigné dans les universités à l'époque, qui sont bien documentés. Alors, le mouvement des Lumières, la Révolution française, va bouleverser tout ça. Au XVIIIe siècle, le gouvernement révolutionnaire français va tenter une grande réforme de l'enseignement, qui va notamment être menée par Nicolas de Condorcet. Donc il va s'inspirer du mouvement des Lumières qui met en avant la rationalité, la liberté individuelle, les principes de démocratie. Et dans les principes qu'il va retenir et qu'il va tenter d'appliquer à l'époque, il y a notamment la gratuité, l'égalité d'accès hommes-femmes aux enseignements, la prépondérance des savoirs scientifiques dans les enseignements délivrés, et surtout l'indépendance de toute autorité politique ou religieuse.
Alors les aléas de la Révolution feront que cette réforme ne s'imposera évidemment pas tout de suite. Il faudra attendre pratiquement un siècle, mais ces grands principes-là formeront la base de l'école républicaine telle que Jules Ferry la pensera plus tard. Alors, venons-en à la Belgique. Donc à peu près à la même période, donc la Belgique subit une occupation française, une forte répression du clergé catholique, parce que le mouvement révolutionnaire, évidemment, promeut la laïcité et la séparation Église-État. Et donc, dans ce contexte-là, en Belgique, l'enseignement religieux est fortement limité, et l'université de Louvain, qui avait été créée au XVe siècle, est fermée en 1797. C'était la principale université du pays. Alors, suite à la défaite de Napoléon Bonaparte, la Belgique passe sous occupation hollandaise et Guillaume Ier, protestant, va lui aussi lutter contre l'Église catholique, notamment en formant 3 universités d'État, les universités de Gand, Liège et Louvain, avec comme stratégie de former une élite qui serait affranchie de l'Église catholique. Donc pendant toute cette période, en fait, l'Église est assez fortement réprimée. Et suite à l'autoritarisme de Guillaume Ier, qui va mener à l'union, entre guillemets, des libéraux et des catholiques de Belgique, on arrive à la Révolution belge, à l'indépendance de la Belgique en 1830. Et sous l'influence des libéraux, la Belgique va se doter d'une constitution d'inspiration libérale. Donc, on va consacrer la liberté de la presse, la liberté de l'enseignement, la liberté d'association, la liberté de culte, donc toutes des choses qui nous semblent évidentes de nos jours, mais qui à l'époque ne l'étaient pas. Et donc, c'est face à, je dirais, cette déferlante d'idées des Lumières, de politique, de laïcité, que la papauté va réagir. Donc, le pape Grégoire XVI va émettre une encyclique, l'encyclique Miramivos, qui est intitulée « Du libéralisme et de l'indifférentisme religieux ». Donc l'indifférentisme, c'est le fait de considérer que toutes les religions se valent, ce qui est évidemment inacceptable pour le pape. Donc c'est une encyclique qui est, ça vaut la peine de la lire vraiment, elle ne fait que quelques pages, qui est extrêmement agressive concernant les idées des Lumières, le libéralisme et ce qu'on appelle la modernité en général. Donc elle rejette la séparation entre l'Église et l'État, elle critique le libéralisme, la rationalité, elle critique également la liberté de conscience qu'elle considère être un délire, je cite. La liberté de la presse est qualifiée de liberté exécrable, et il y a une bonne apologie des bûchers pour les livres jugés suspects, dangereux. Donc, c'est dans ce contexte-là, de tentative de reprise de la main de l'Église, que les évêques de Belgique vont fonder en 1834 l'Université catholique de Louvain. Alors le discours inaugural de Pierre-François-Xavier de Rame, le premier recteur magnifique de l'Université catholique de Louvain, est très clair. Il se met tout à fait dans le prolongement de la pensée de la papauté. Donc la nouvelle université croirait et recevrait comme étant de foi catholique tout ce qui vient du siège apostolique et répudierait tout ce que le siège apostolique combat. C'est-à-dire la liberté de la presse, les libertés en général que je vous ai citées précédemment. Et donc, c'est dans ce contexte de tentative de main basse, entre guillemets, sur l'enseignement supérieur en Belgique par l'Église catholique, que des francs-maçons, des libéraux vont réagir. Et donc l'Université libre de Bruxelles va être créée la même année, en 1834, par Auguste Baron, qui aura l'idée initiale de la création d'une université libre. Donc libre, il faut l'entendre dans le contexte de l'époque, libre des influences religieuses et politiques. Et Pierre Theodor Verhagen. Donc tous deux sont des libéraux, des membres de la loge maçonnique, les Amis philanthropes. Donc à ma connaissance, l'Université libre de Bruxelles est la seule université, je crois, au monde qui a été fondée par les francs-maçons. Les francs-maçons ont participé à la création de pas mal d'universités dans le monde, mais je pense que c'est la seule unique université qui a véritablement été créée purement par des francs-maçons. Alors,
L'Université libre de Bruxelles est très vite considérée comme une ennemie, entre guillemets, par l'épiscopat belge de l'époque. Et donc, en 1837, l'épiscopat belge va interdire, sous peine d'excommunication, puisqu'il y avait encore un certain poids à l'époque, l'appartenance ou l'adhésion des catholiques à la franc-maçonnerie. Alors, ce n'est pas une menace sans l'heure, il faut savoir que la majorité des francs-maçons de l'époque étaient des catholiques, étaient des croyants. Verhagen était un catholique. Et donc, ce type d'attaque va mener l'ULB à un positionnement qu'on appelait à l'époque anticlérical. Donc, l'anticléricalisme, en très résumé, défend la liberté de conscience individuelle, c'est-à-dire la possibilité de choisir ses propres croyances, ses propres valeurs, et évidemment la volonté d'organiser la société indépendamment des religions. Donc il insiste sur la nécessaire séparation du religieux et du profane, à tous les niveaux. Alors, je tiens à souligner que l'anticléricalisme ne doit évidemment pas être confondu avec une phobie du religieux. Il ne s'agit pas du tout d'interdire aux gens de croire dans les religions, tout simplement parce que ça violerait le principe de liberté de conscience que défend l'anticléricalisme. Alors, très vite, la notion de liberté de pensée va commencer à faire partie, je dirais, de l'ADN du libéralisme en Belgique et de la franc-maçonnerie. On va voir une promotion de ce principe, même s'il n'est pas encore nommé en 1854 dans un texte de Verhagen, examiner en dehors de toute autorité politique ou religieuse les grandes questions qui touchent à l'homme et à la société, sonder librement les sources du vrai et du bien, tel est le rôle de notre université, telle est aussi sa raison d'être. Donc les premières mentions du principe de libre examen en tant que tel, on les retrouvera encore que plus tard, en 1884, ça deviendra l'article 1er des statuts de l'Université libre de Bruxelles, donc 50 ans à peu près après sa création. L'Université libre de Bruxelles fonde l'enseignement et la recherche sur le principe du libre examen. Celui-ci postule en toute matière le rejet de l'argument d'autorité et l'indépendance du jugement. Alors, il y a beaucoup d'interprétations de ce qu'est le libre examen. Je voudrais déjà préciser ici qu'à l'époque, en tout cas, ça n'était absolument pas une incitation au relativisme. Donc, le physicien Henri Poincaré a réalisé un discours qui est vraiment remarquable à l'occasion du 75e anniversaire de l'ULB. Je vais en citer ici un très court extrait. La pensée ne doit jamais se soumettre ni à un dogme, ni à un parti, ni à une passion, ni à un intérêt, ni à une idée préconçue, ni à quoi que ce soit, si ce n'est aux faits eux-mêmes. Parce que pour elle, se soumettre, ce serait cesser d'être. Donc, ce concept est quand même très ancré dans le mouvement positiviste de l'époque. Donc les faits, les observations, les expériences sont censés être des arbitres, entre guillemets, dans les débats. Alors, pour clôturer, je voudrais résumer, je dirais, les principales caractéristiques du libre examen telles qu'on les retrouve dans les textes pionniers. Donc c'est une manière à la fois d'être et de penser, qui est largement inspiré par le mouvement des Lumières. Donc la première caractéristique du libre examen, c'est l'autonomie de la pensée. Et là, on est tout à fait dans le courant des Lumières, tel que le résumait Kant. Donc Kant disait « Aie le courage de te servir de ton propre entendement ». Voilà donc la devise des Lumières. Donc le libre examen s'inscrit tout à fait dans cette logique. À partir du moment où la pensée est autonome, les actions doivent devenir responsables. Donc il y a une dimension morale qui est liée au libre examen, qui à l'époque était surtout le respect de l'intérêt général. Le fait que les enseignants et les chercheurs jouissent d'une totale liberté dans leurs travaux académiques. Donc ça, c'est un concept qui en fait préfigure la liberté académique, qui elle ne sera formalisée qu'au début du XXe siècle. Donc c'est un précurseur philosophique, entre guillemets, de ce principe. Tolérance et ouverture, le libre examen encourage le débat pluraliste et le respect des opinions divergentes. Donc ça, je pense que c'est utile de réinsister dessus, vu les tentatives de blocage de débat. Et alors, c'est aussi une méthode de pensée. Donc, primauté de la raison et des faits, comme je l'avais déjà mentionné. Toute opinion ou position doit être fondée sur l'analyse rationnelle et la confrontation aux faits, plutôt que sur des croyances ou des émotions. Donc, dans notre cycle, nous allons essayer de nous inspirer de ces différents principes.
dans le choix de nos orateurs et également dans la manière de mener à la fois les conférences et les débats si nous avons la possibilité d'en organiser. Donc je vous remercie pour votre attention pour cette brève introduction.